Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts traditionnels, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposée sur notre site lucarneopposée.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 9e numéro de Lucarne Opposée est désormais disponible, un numéro consacré aux rencontres entre continents, qu'elles furent des tournées ou des mélanges des genres entre confédérations. Nous vous racontons 7 histoires où Am Sud et Europe, Afrique et Asie, Europe et Afrique, Europe et Océanie ne furent qu'un. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposée, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse. À propos de masse, Efrica vous propose de nous pencher sur une facette du football africain que nous avons plusieurs fois évoquée pour illustrer des propos sans jamais s'y attarder. Il s'agit des supporters dits ultras. Vaste sujet, me direz-vous, et vous avez raison. C'est bien évidemment pour le traiter avec rigueur et précision que je serai une nouvelle fois accompagné de Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs d'Efrica et à tous les lecteurs de Lucarne Opposée, ça va très bien. Et prêt à attaquer cette année 2020, tambour battant. Tambour battant, c'est une belle expression, je l'aime bien, celle-là, elle est un peu musicale. Et bien sûr, je suis accompagné également pour un Efrica de Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu ? Bonsoir Simon, ou bonjour, bonsoir Simon, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année. Bon, et les petits d'Abisport ? Les petits d'Abisport, ils ont repris leur championnat il y a de cela les 4 semaines, ils en sont à la 3e journée, une victoire, 2 défaites, c'est un petit peu difficile, ils sont toujours en 3e division du coup. Et l'effectif a été pas mal renouvelé, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en fait, parce que c'est vrai que rester en 3e division, pour certains ça a commencé à devenir un petit peu problématique dans leur rêve de devenir footballeur professionnel. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont partis dans des équipes au niveau un peu supérieur. Donc c'est un petit peu dur. Il y a toujours le capitaine et buteur Romari Kamoussou qui est là, qui essaye de porter un petit peu l'équipe sur son dos. Il a mis déjà 4 buts du coup il avait mis 4 buts sur les 2 premiers matchs, mais ça suffit pas. Saison un petit peu difficile. Ça devrait être un petit peu dur. Bon, on est quand même avec vous, Abisport. On est avec vous, toute l'équipe d'Efrica est avec vous et tout Lucarne Opposée. Une précision, tout d'abord, l'Afrique étant un immense continent, riche de cultures toutes différentes, qu'est-ce qu'un supporter en Afrique ? Est-ce que l'on peut véritablement définir un profil type de supporter continental, un profil continental ? Un profil continental, c'est un peu délicat, hein. Les différences sont tellement grandes, ne serait-ce qu'entre l'Afrique du Nord, les Arabes maghrébins et les subsahariens, que déjà, un profil type, c'est pas possible. On peut peut-être faire un profil type par zone, encore que ça reste un peu délicat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la passion du foot, elle est la même sur tout le continent, à savoir une passion débordante. Et que du coup, forcément, y a des gens qui s'attachent à leur club, beaucoup notamment, pas partout, surtout, on va l'évoquer, hein, dans les pays d'Afrique du Nord et en Égypte. Et il y a d'autres pays où c'est plutôt la sélection nationale qui rassemble les gens. Par exemple, au Bénin, on a un club de supporters pour la sélection nationale qui est probablement le seul club de supporters dans le pays. Et on n'en retrouve pas pour les clubs. Donc, mais il y a quand même cette idée entre guillemets de supporters professionnels. Quand je dis professionnel, c'est dans le sens où il y a accorde un temps fou qui pourrait faire presque penser que c'est une activité rémunératrice, alors que c'est comme ici, hein, c'est des fans. C'est des passionnés. Et toi, Farouk, est-ce que tu arriverais à trouver un dénominateur commun ? Je dirais que si on s'astreint à la zone que je suis depuis très longtemps, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, on peut voir un découpage avant et après la naissance du mouvement ultra. Si on prend les années 90 avant que ce mouvement naisse, on peut dire que le profil type, c'était un public plutôt bon enfant. Il n'y avait pas beaucoup de chants, un petit peu on tapait des mains 3 fois par match, et puis il n'y avait pas beaucoup de chants. Je dirais aussi majoritairement
un public masculin, mais ça a évolué ensuite pour que ce soit un peu plus familial, voire même des dynamiques très intéressantes comme maintenant au Maroc où le pourcentage de femmes qui vont au stade augmente. Et un profil qui a beaucoup évolué à partir de la naissance du mouvement ultra, qui a fasciné beaucoup de lycéens, beaucoup de collégiens, beaucoup d'étudiants. Le public s'est beaucoup rajeuni à partir de ce moment-là et du coup, le moteur principal de la ferveur et le supporter, avec la naissance du mouvement ultra en Afrique du Nord, c'était plutôt des jeunes entre 10 et 20 ans qui vont au stade avec leurs potes pour chanter et être pas dans le noyau dur, mais s'y apparentant et s'y procurer une source de divertissement. C'est eux qui ont été les principaux moteurs de la ferveur dans les stades à partir du début des années 2000. Oui, voilà, justement, il date de quand précisément le mouvement ultra sur le continent africain ? En Afrique du Nord, la Tunisie a été pionnière dans ce domaine, sachant qu'il y avait dans les années 90 un groupe de supporters du club africain qui est les African Winners, qui n'entre pas dans la définition. Et les pionniers ont été, à partir de 2002, le groupe de l'Espérance de Tunis, les Ultra Lemkachrin. Forcément, il y a beaucoup de polémiques sur qui a bâché avant, qui a lancé le mouvement avant, etc. Moi, j'habitais dans la ville de Sousse et le groupe ultra de l'Étoile du Sahel, la Brigade Rouge, a commencé ses activités en 2001. Mais dans ce monde-là, la naissance typique est au moment où vous bâchez la première fois. Et du coup, c'est soit 2001, 2002 selon les définitions. Et ensuite, les principaux clubs ont constitué leur groupe à partir de 2003 en Tunisie. S'ensuit en Algérie et au Maroc, les premiers groupes sont apparus à partir de 2005. D'accord. C'est quoi l'inspiration ? Parce qu'au final, c'est assez tardif par rapport à l'Europe. Il y a eu 2 périodes principales. L'influence de base du mouvement, et la Tunisie était le moteur dans ce domaine-là, c'est l'influence italienne, avec beaucoup d'Italiens dans les chants, beaucoup de fascination pour le style italien, que ce soit dans les tifos, que ce soit dans les animations, dans les chants ou dans la manière de construire un peu l'ambiance. Et je qualifierais de tournant le match de Coupe du Monde des clubs entre l'Étoile du Sahel et Boca Juniors en 2007, qui a attiré l'attention. Déjà, c'était une fascination dans la mythologie historique de l'Étoile de jouer la Coupe du Monde des clubs contre un club argentin. Et ça a beaucoup changé le style. À la fin des années 2000, on est plutôt passé sur des rythmes beaucoup plus lents que l'italien, avec des rythmes caractéristiques argentins, un peu plus traînants, où on accompagne avec le bras, etc. Et les pays voisins ont aussi été très influencés par cette évolution de style, même si l'Algérie a une influence très italienne aussi dans son style. Je découperais ça en évolution d'un style italien jusqu'à plutôt Sudam à la fin des années 2000. Ouais, c'est vrai qu'en plus on le retrouve bien dans la forme des chants en fait, parce que c'est vrai que nous en Europe on est habitué à des chants qui sont assez courts et puis répétitifs en boucle en fait, que tu vas chanter en 2 Angleterre, phrases. À l'exception d'Angleterre, Où on reprend carrément des chansons de groupes de rock, le You'll Never Walk Alone, etc. Alors que là, clairement, c'est un petit peu à l'image des chants argentins qui sont très longs en fait. C'est pratiquement une chanson, on va changer les paroles et puis on va en faire un chant à la gloire du club, et c'est un petit peu ça qu'on retrouve notamment dans tous les ultras du Maghreb qui sortent leur album en fait, avec leurs chants chaque année, pour chaque saison il y a un nouvel album avec 5, 6, 7, 10, 12 nouvelles chansons, et pour le coup c'est des vraies chansons quoi, avec une introduction, un refrain, des couplets, etc. Qui dure 3 minutes. Qui peut 30. durer jusqu'à 3 minutes. Et du coup, on n'a pas vraiment cette ressemblance, en fait. Enfin, cette ressemblance, elle a beaucoup disparu avec ce qu'on peut avoir, notamment en France, où c'est les, aux armes, etc., où finalement, c'est 4 mots qui sont répétés en boucle pendant et des 5 virages minutes. qui se répondent, etc. Mais il y a eu déjà une évolution dans la longueur des chants. Le style italien s'est mélangé au style espagnol, plus chaque pays reprend son dialecte propre, plus des mots en français, etc. Les couplets ont été de plus en plus longs. Et au final, au fur et à mesure de la créativité des générations, on se retrouve avec, par exemple, le Raja et le Wydad Casablanca, qui ont un potentiel de 65-70 chansons. Et ils font leur double, triple CD pendant chaque match. D'accord. Jamais dans le même ordre, mais ils ont un panel extrêmement long. Et 70 chansons avec une durée de 2 minutes, 3 minutes. Je ne ferais pas la faute de demander s'ils chantent de la première à la 90e minute. Ça, j'imagine que... Ça dépend, parce qu'il y a différents styles. Par exemple, quand il y a un derby Raja-Wydad, le Raja commence à chanter au moment du coup d'envoi, juste après le tifo, alors que le Wydad commence à chanter 45 minutes avant. D'accord. Le coup d'envoi. C'est chacun son propre style, chacun son propre construction
en fonction de la construction du virage, qui a la suprématie, quel groupe de supporters a la suprématie sur le virage, le timing. En Afrique du Nord, chacun a son style propre dans ce domaine-là. Surtout que, comme tu fais bien de le dire, il y a plusieurs groupes qui peuvent appartenir au même virage, donc au même club. Je sais pas, le Raja, ils sont combien? Ils sont Le Raja, c'est une 4 cohabitation. ou 5 de... Dans la situation actuelle, c'est 3, c'est-à-dire les Green Boys 2005, les Eagles 2006 et les Ultras d'Herbe Sultan. Et par contre, le virage nord de Wydad Casablanca est tenu par un seul groupe principal, les Winners 2005. Et par exemple, pour l'AS FAR de Rabat, il y a les Black Army, les Ultras Askari. Et du coup, chaque groupe, finalement, crée ses propres chants. Et ils sont obligés d'essayer de trouver justement cette harmonie entre les groupes pour que un groupe accepte de chanter les chants de l'autre groupe ou qui ont été écrits, qui ont été ce qui peut induire des problèmes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de tensions. Il y a eu beaucoup d'histoires, souvent les problèmes qui ont eu lieu au Maroc, qui ont poussé à la dissolution, enfin à l'interdiction des ultras dans le stade. C'était des guerres internes en fait. Et du coup, ça oblige à créer cette harmonie parce que c'est pas je veux dire, quand le virage il est divisé en 3, vous avez peut-être déjà vu des images, ou vous aurez l'occasion de voir des images des ultras du Raja. C'est un immense virage qui saute et qui chante à l'unisson, alors qu'en fait, c'est 3 entités différentes. Mais ils sont obligés de trouver cette harmonie pour briller, parce qu'il faut faire mieux que le virage d'en face, et quand c'est les winners, ça fait du bruit, quoi. Donc, on a beaucoup parlé du Maghreb là, et de l'Afrique du Nord. On n'a pas parlé des Égyptiens, mais on a beaucoup parlé du Maghreb en tout cas. Est-ce que le mouvement... les mouvements ultras sont aussi récents ou encore plus récents en Afrique subsaharienne? Alors en Afrique subsaharienne, on peut pas vraiment parler de mouvement ultra. Il y a seulement un pays qui fait exception à l'heure actuelle, c'est le Soudan, avec les supporters du Al Hilal et d'El Merreikh, mais c'est surtout le Al Hilal qui a un groupe revendiqué d'ultra, les Ultra Blue Lions. On aura peut-être l'occasion de les entendre, etc. Qui est vraiment un groupe qui fonctionne à l'image de ce qu'on vient de décrire, des groupes ultras, que ce soit au Maroc ou en Égypte ou en Algérie, en Tunisie. On va écouter une chanson, je n'ai pas le nom, j'avoue que c'est de l'arabe que je n'ai pas, mais qui comme tu l'as dit, voilà, est typiquement un album. Voilà. Ouais, c'est un CD qu'on peut trouver sur internet, qu'on peut peut-être acheter dans la rue, et qui permet surtout d'apprendre des chants, parce que la vocation c'est pas que le Kidam écoute les albums des Ultras Blue Lions du Al Hilal, mais c'est que les supporters du Al Hilal écoutent les chants, apprennent les chants et puissent venir au stade et contribuer à la grande fête et participer et faire grandir le groupe. D'accord. Dans le cas du Soudan, c'est une évolution un peu plus récente que pour le Maghreb, que ce soit structuré sous cette forme-là. J'avais eu des échanges avec l'ancien entraîneur de Guingamp, Bertrand Marchand, qui avait entraîné à l'Étoile du Sahel, et l'Étoile du Sahel, en demi-finale de Ligue des Champions africaine 2007, avait affronté El Hilal. Et c'était à l'époque une ferveur beaucoup moins structurée, mais qui était vraiment violente et qui faisait beaucoup d'ambiance. Il m'avait dit le stade surpeuplé et plein 4 heures avant, qu'ils avaient brûlé des journaux, des pneumatiques, donc il y avait des fumées. C'était vraiment une vision apocalyptique, mais qui à l'époque n'était pas encore structurée. C'était pareil, quelque chose de pas très créatif sous forme de chants. Il y avait 2-3 chants dans le match, etc., mais aussi beaucoup de bruit, et ça s'est structuré avec la création donc de groupes qu'on peut apparenter à un mouvement ultra. Justement, à propos de structure, comment ça s'organise les mouvements ultra actuellement? Comment ils sont organisés les mouvements ultra en Afrique? Vous l'avez dit, c'est plutôt un phénomène qui touche l'Afrique du Nord. Vous avez parlé de ces factions qui sont obligées de s'entendre pour avoir un effet harmonieux les jours de match. Comment les mouvements ultras sont organisés en Afrique? Alors moi, je peux parler de ma petite expérience que j'ai eue avec les ultras un des 2 groupes ultras de l'AS FAR, donc les Black Army, avec qui j'ai pu traîner un petit peu pendant quelques semaines et m'imprégner un petit peu justement de leur motivation, etc. Et c'est vrai que, alors, tu disais pour Al Hilal, les Ultra Blue Lions, justement, c'est important la date de création. Les Ultra Blue Lions, donc du Soudan, là, dont on a pu entendre un chant, ils se revendiquent de 2008, alors que en vrai, en 2008, j'avais jamais vu une bâche d'ultra du côté de Al Hilal. Mais ça fait partie un petit peu du jeu. Et donc, pour revenir sur leur fonctionnement, alors je ne sais pas si c'est des associations officielles, inscrites officiellement au journal officiel, comme ça peut l'être pour les groupes ultra en France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont un petit peu dans cette même
organisation, à savoir avec un noyau de membres qui sont les membres forts, qui sont les membres décideurs, et puis avec toute une flopée de cartés, comme on dit, hein, qui ont payé leurs cotisations et qui sont du coup des membres du groupe Ultra. Et après, les décisions sont prises de manière un petit peu démocratique quand même. Ça fonctionne un petit peu comme, ça fonctionne comme une association, quoi. Ils font des rassemblements. Je vois pour les Ultras, les Black Army, ils se rassemblent sur la Médina, au bord de la Médina, là, au bord des remparts à Rabat. Et puis là, tu as 150 gars qui sont ensemble et qui prennent les décisions pour le groupe. Et, pour leur autonomie financière, parce que c'est souvent ça un petit peu, les Ultras, normalement, dans leur code d'honneur, c'est de pouvoir être indépendants. Alors, il y a des rumeurs, il y a des bruits. Par exemple, les winners du WAC qui peuvent revendiquer peut-être le prix des meilleurs tifos chaque saison, parce qu'ils sortent des tifos incroyables. Je me souviens, on s'émerveillait devant les tifos du Borussia Dortmund à une époque, devant le mur jaune. Mais le mur jaune, quand c'est les winners qui jouent, c'est 2 fois par match. Hein. Il y a un tifo d'avant-match, un tifo à la deuxième mi-temps. Et les 2 tifos sont extrêmement impressionnants pour un supporter français. En 2014 et 2015, les animations construites par les supporters du Raja et du Wydad trustent les premières places des classements d'Ultra World qui classent les tifos, les animations, les ambiances. À cette époque-là, le Maroc était une vraie référence qui était reconnue au niveau mondial. Et l'Égypte dans tout ça, vous n'avez pas encore parlé de l'Égypte, je suis assez étonné. On va en venir l'Égypte. Le souci, c'est qu'il y a eu, on va dire à partir de la Révolution, les drames de Port Saïd, puis le drame de 2015 qui a coûté la vie à, je ne vais pas dire de bêtises dans les chiffres, mais au moins une trentaine de supporters du Zamalek. Il y a eu une répression conséquente et un huis clos permanent qui au final ralentissent beaucoup le mouvement, le suivi au niveau de la génération d'après, parce que forcément, même jusqu'à maintenant encore, il y a des quotas de supporters, voire même on n'autorise pas plus de 50-150 supporters pour les matchs de championnat. On fait des exceptions pour les matchs de Ligue des Champions, les matchs de l'équipe nationale égyptienne, mais le mouvement a été fortement ralenti par le fait que les stades sont désertés et il y a un coup de verrou conséquent sur pendant des années, les stades étaient vides. PM, juste, tu nous as dit que le mouvement ultra, il était différent, ou il avait du mal à vraiment exister en Afrique subsaharienne, même dans des grands pays de football que sont le Congo, le Nigeria, le Cameroun, ou même l'Afrique du Sud, qui a des grands stades et des grands clubs. Là-bas, c'est compliqué aussi ? Non, disons que c'est pas la même... En fait, ils rêvent de ces ambiances, parce que c'est vrai que quand les équipes vont jouer en Algérie, en Égypte, en Tunisie ou au Maroc, c'est on va être face à des fumigènes, il va y avoir la fumée, il va y avoir les chants, c'est des ambiances un petit peu qui leur font à la fois peur, en même temps qui les fascinent, mais c'est pas quelque chose dans lequel ils se retrouvent. En fait, il y a déjà des clubs avec un vrai vivier de supporters. Il n'y en a pas non plus 50 000, il faut que ce soit des clubs importants. On a eu l'occasion lors d'un magazine, je ne sais plus lequel c'était, peut-être le 3 ou le 4, il y avait un supporter de l'ASEC d'Abidjan qui racontait un petit peu justement l'époque où les sociétaires, on les appelait, c'était les supporters de l'ASEC qui payaient une cotisation pour être supporters. Et du coup, ça formait un petit peu un club de socios. Mais ça remonte un petit peu et il n'y avait pas cette animation, il y avait peut-être quelques chants, mais c'était vraiment pas une volonté d'animer le stade comme les ultras peuvent l'avoir. Cependant, quand même, on arrive à retrouver des ambiances qui sont vraiment impressionnantes du côté de l'Éthiopie, du côté du Kenya, du côté de la Tanzanie. Beaucoup dans l'Afrique de l'Est, forcément, il y a cette proximité avec l'Égypte. Si les seuls ultras d'Afrique subsaharienne sont au Soudan, c'est pas pour rien. Le Soudan, c'est une frontière directe avec l'Égypte, donc forcément, l'influence est redescendu, c'est 2 pays arabes, les 2 pays parlent arabe, etc. Donc forcément, il y a cette proximité, il y a cette assimilation qui a été facile à faire. Et si on descend un petit peu plus bas, on arrive à trouver une organisation des supporters. Il y a des clubs de supporters en fonction des quartiers, par exemple pour le Simba SC, dont on a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises. Et, dans des villes, chaque ville de Tanzanie a sa section de supporters de Simba, ou les Young Africans, c'est un petit peu la même chose. Et puis ils sont rassemblés derrière leur banderole. Et quand on voit les matchs de Simba ou de Young Africans en Tanzanie, on voit qu'il y a des banderoles. Et en fait, c'est un petit peu tous ces groupes qui sont un peu à l'image des socios en Espagne, qui se rassemblent et qui vont au stade ensemble. Mais on peut pas parler vraiment d'une organisation comme l'Ultra. Il n'y a pas
Il y a la volonté de faire du bruit, d'encourager son équipe, mais il n'y a pas cette volonté de créer des chants, d'animer, parce que c'est une animation aussi, les ultras, c'est bouger les bras, c'est sauter peut-être ensemble, aussi une etc. dynamique qui évolue. Ce que évoque PM, la Tanzanie est ce qui, je pense, se rapproche le plus en termes de structure et en termes d'exploitation du potentiel humain. On voit depuis 1 ou 2 ans, il y a un vrai effort dans les réseaux sociaux et dans la manière de présenter les choses. Et On peut le voir sur Twitter notamment. Les deux rivaux commencent vraiment Africans et Simba qui ont une vraie animation de. Il y a une communauté. Compte, ouais. En fait, après, ça commence à être mieux valorisé qu'avant. il y a une chose aussi, c'est que c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque, les ultras en France et tout ça, c'était un petit peu les forums. Et encore, Internet, c'était mal. La communication, c'était vraiment en interne. Pour le Maghreb, au début des années 2000, les forums sont les moteurs de l'organisation, de la structuration. Justement, et c'est là où moi, ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais eu l'occasion de fréquenter les Black Army à Rabat. La vision que j'avais, c'était les ultramarines de Bordeaux, parce que voilà, sans être un membre des ultramarines de Bordeaux, je peux me considérer comme un sympathisant. J'allais voir beaucoup de matchs en virage à l'époque, etc. Donc, je m'imprégnais beaucoup de ce mouvement, et puis je suis toujours un petit peu leur motivation. Et en arrivant et du coup, la communication, il n'y avait même pas de compte Twitter à l'époque. C'était quoi? C'était 2012-2013. Il n'y avait pas de Facebook, pas de Twitter pour les ultramarines. Ils avaient leur blog dans lequel ils diffusaient leurs photos, etc. Mais vraiment, la communication se faisait... c'était vraiment très fermé comme groupe. Alors qu'en arrivant au Maroc, je vois que eux, au contraire, ils étaient dans la diffusion. Ils étaient sur Facebook, énormément de Facebook, partager les vidéos, faire des chants, faire des directs, etc. Et c'est comme ça, en fait... Au début, moi je trouvais ça bizarre, je me disais les codes sont différents par rapport à ce qu'on avait en Europe, et finalement je vois maintenant les ultramarines de Bordeaux ils sont hyper actifs sur Twitter, etc. Donc ils ont été rattrapés un petit peu par leur temps, et finalement les Maghrébins ont été visionnaires sur ce coup-là, les Black Army ont été parmi les visionnaires, et je pense que c'est une grande différence parce que finalement le mouvement ultra, en France en tout cas, est quand même vachement fermé. C'est un truc, ça fait un peu peur aux kidam, ou ça fait un peu peur aux journalistes, etc. Alors qu'au Maroc, on a essayé de faire venir un maximum de monde, un maximum de jeunes. On a essayé de se mettre les gens avec nous pour soutenir la cause. Et donc, du coup, ils se sont ouverts, ils se sont partagés. Et ça, je pense que ça a contribué grandement à leur grandeur. Parce que, sincèrement, c'est impressionnant les virages au Maroc. À propos de peur, le football, c'est quelque chose d'universel, pour le meilleur et pour le pire. Donc j'imagine que par contre, malheureusement, on a parfois affaire aux mêmes dérives que dans le reste du monde quand il s'agit de ces ultras. Le souci, c'est que, je vais reprendre le cas typique du Maroc, on parle de virages qui font 10-15 000 personnes, des déplacements de supporters pour les principaux clubs où tu as 7 000 personnes qui se déplacent, et une moyenne d'âge très basse, entre 10 et 15 ans. C'est des groupes de jeunes non encadrés qui se déplacent entre eux. Le noyau dur d'un groupe ultra, aussi structuré soit-il, ne peut pas prendre en charge une masse populaire aussi conséquente. Et à partir du début des années 2010, les incidents se sont multipliés parce que c'est, on va dire, une échelle difficile à contrôler, et le paroxysme a été atteint dans les années 2000, entre 2014 et 2016. Il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de faits de violence en rapport avec les incidents en marge des stades, et notamment l'incident au stade Mohamed V qui avait mené à la dissolution des groupes ultras, avec des incidents entre deux groupes d'ultra du Raja qui avaient fait... Donc du même club, comme au Paris Saint-Germain dans les années 2000. Mais en fait, il y avait eu des conditions aggravantes qui sont que le stade aurait dû être fermé pour travaux, et ils se sont retrouvés à la place de leur virage dans un endroit très exigu, plus le marché noir aidant, plus d'autres conditions, ils se sont retrouvés dans un espace qui ne pouvait pas contenir justement ce nombre de supporters, et ça a été exacerbé par cet endroit exigu, et il y a eu beaucoup d'incidents, et à partir de 2016, suite à cet incident, il y a eu une dissolution des groupes ultras qui a duré à peu près 1 an. Il y a eu des faits de violence aussi en Tunisie qui ont entraîné que le match le championnat tunisien soit à huis clos pendant près d'1 an, 1 an et demi, entre fin 2012 et courant 2013. Donc oui, c'est un monde où des faits de violence peuvent être assez fréquents. T'as parlé des Blue Lions de Al Hilal. Moi, j'ai toujours cette image en tête de ce groupe de supporters des Blue Lions de Al Hilal qui déploie une immense banderole à l'effigie d'Adolf Hitler avec des grandes croix gammées. On se place comment au niveau du dérapage là? Faut se mettre dans le contexte. Je pense que la Deuxième Guerre mondiale au Soudan... Bien entendu. C'est pas forcément, c'est un fait historique,
mais on ne se place pas forcément avec le recul qu'on a, notamment en France, où on a été directement victime. Il faut savoir que le Soudan, c'est un pays qui a quand même connu la guerre. Enfin, je veux dire, toutes les générations ont connu la guerre, alors que nous, on est plus dans ce travail de mémoire. Eux, la guerre, ils la vivent au quotidien, j'ai envie de dire. Et du coup, en fait, c'est juste un... En fait, pour eux, Hitler, ça représentait quoi? Ça représentait le gars qui a exploité les étoiles jaunes. Donc, ils avaient repris le terme Holocauste pour la tuerie des étoiles jaunes. Et l'étoile jaune, c'est quoi? C'est le logo Elmerek. de Elmerek. Donc, du coup, c'est pas... eux, ils veulent pas vanter Hitler. Ils veulent juste utiliser un truc qui leur rappelle... quelque chose qui a fait du mal à l'étoile jaune. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ce tifo Holocauste. Mais c'est allé chercher loin, Totalement à Hitler, classer vraiment loin. dans la catégorie des comptes Twitter, YouTube, out of context Soudan, out of context Al Hilal Blue c'est marrant Lions. parce que justement, moi j'ai jamais entendu parler de Ultra Blue Lions dans aucun autre média à part leur propre canal de diffusion. Ouais. Et là, ça a été repris par des médias espagnols et tout le monde s'offusquait et se dit ouais, c'est des néo-nazis, mais les gars, ils sont noirs, donc ça colle pas trop avec le terme, l'idée de la race aryenne si chère aux nazis. Donc du coup, tu te dis bon, déjà là, il y a un petit truc qu'il faut creuser, mais en fait non, c'est le hasard que l'équipe adverse ait pour logo l'étoile jaune et que du coup les supporters du coup sont surnommés les juifs, etc. en rapport à cette étoile jaune, mais ça n'a rien à voir. Il y a rien de religieux, il y a pas de promotion du néonazisme derrière. C'est juste voilà, ça nous rappelle que le monde il est vaste et que finalement, on n'a pas la même vision du monde, on n'a pas la même lecture de l'histoire du monde partout pareil. Et voilà, c'est. Et pour revenir juste à ce que disait Farouk juste avant sur la violence. La violence, elle existe toujours. On a pu le voir lors de la demi-finale, je crois, de la Ligue des Champions l'année dernière, avec des dizaines et des dizaines de fumigènes qui avaient été craqués par les ultras de l'Espérance et qui avaient, je pense, fortement handicapé. C'était quoi? C'était Primeiro de Agosto, je crois, à l'époque. C'était peut-être il y a 2 ans. Les Angolais, ils étaient là, ils se retrouvent avec le match qui est interrompu. Je crois que ça avait été interrompu 1 ou 2 fois. Enfin, dans tous les cas, on n'y voyait plus rien. Le brouillard, on ne comprend pas trop ce qui se passe en fait. Mais c'est des altercations qu'on a avec la police. Surtout les ultras, ils sont braqués contre les policiers. Au Maroc aussi, c'est comme ça. Là, récemment, malgré tout ce qui a pu se passer, la dissolution, l'arrêt du les matchs à huis clos et tout ça, ça n'a quand même pas rendu ça n'a pas transformé les ultras en agneaux. Il continue d'y avoir toujours ces débordements. J'espère qu'on aura l'occasion de mettre des vidéos en illustration. On voit notamment la SFAR qui s'y est pris il y a quelques mois aux policiers. C'était assez violent. Nous avions déjà parlé à plusieurs reprises, on en a déjà parlé, mais les ultras ont joué un rôle majeur dans les différentes révolutions qui ont secoué l'Afrique du Nord lors de la dernière décennie. On avait parlé notamment avec Mohamed Bradji des Z, quand on parlait du foot arabe. Ce serait quand même utile de nous en remettre un petit ramequin, là, une petite couche pour nous reparler de leur rôle lors de ces révolutions. Le symbole le plus récent qui a été le plus médiatisé, c'est au moment du démarrage des manifestations contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Le principal coup de boost qui avait donné une autre dimension aux manifestations, c'est le rôle des groupes ultras, que ce soit à Alger ou ailleurs, dans le changement de dimension des manifestations, et avec pour symbole le chant de l'USM Alger, la Casa del Mouradia, qui a aussi fait le buzz dans le monde et qui avait été très repris, et ça avait donné un autre relief aux protestations, puisqu'il y avait un côté participation du monde ultra assez revendiqué. C'est le chant que l'on entend en ce moment, Casa del Mouradia. T'as vu, j'essaye de faire des efforts sur ma prononciation, on n'est pas encore là, mais quand même. Rapidement, elle dit quoi, cette chanson, Casa del Mouradia? C'est un petit peu, on va dire, un constat de la situation de la société, un petit peu la société qui s'insurge contre un système et qui du coup vient appuyer dans les paroles ce que revendiquaient les manifestants, c'est-à-dire un changement de situation qui avait du coup une consonance politique avec, dans ce contexte-là, la demande est-ce qu'il n'y a pas un 5e mandat. D'accord. Ça, c'est pour l'Algérie, mais dans ces révolutions, il y en a eu en Tunisie, il y en a eu en Égypte. Les ultras ont joué le même rôle?
Moi, j'aime bien le terme. C'est un petit peu pour moi les ultras, c'était le bras armé des manifestants en fait. On l'a très bien vu dans les événements du printemps arabe. C'était en 2012 en Égypte à la place Tahrir, où les ultras en fait permettaient aux citoyens de pouvoir manifester, de pouvoir être présents, de pouvoir rester sur la place parce que les ultras ils sont habitués à se battre contre la police. Ça date pas d'hier, ça fait partie du voilà, le fameux ACAB, c'est universel pour les ultras, donc quoi qu'il se passe, ils seront fâchés contre le système répressif et la police. Et du coup, cette expérience-là de contenir les policiers, de savoir résister, de savoir comment il faut se déplacer, de les connaître, juste de les connaître, eh ben, ça a permis de sécuriser la place Tahrir. Et en fait, les ultras, ils ont eu un rôle essentiel en Égypte parce que finalement, ils ont sécurisé les manifestations, ils se sont unis, les ultras du Al-Ali et du Zamalek, qui n'ont fait que se battre jusqu'au printemps arabe, se sont unis pendant le printemps arabe et ils ont fait en sorte de protéger tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu affaire au massacre de Port Saïd. Il n'y a pas d'histoire, c'est le gouvernement qui a voulu le faire payer parce que le gouvernement militaire qui a pris la suite de la dictature, il avait quand même besoin de marquer le coup sur ces ultras, sur c'est les vilains petits canards de la société, c'est ceux qui se permettent de tout dire parce que le stade reste, malgré tout ce qu'on peut dire partout dans le monde, c'est un espace de liberté. Et du coup, ça leur permet de revendiquer des choses. Les chants, le chant qu'on vient d'entendre en Algérie, il était dans les stades avant d'être dans la rue. Donc c'est la rue qui a repris les chants du stade. Et du coup, pour revenir au massacre de Port Saïd, clairement, il fallait marquer le coup, il fallait dire que les ultras, vous n'êtes pas libres de faire ce que vous pouvez, vous n'avez pas le pouvoir que vous croyez que vous avez. Et du coup, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce massacre-là, qui même aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé officiellement, mais il est clair que l'armée et la police n'est pas toute claire dans cette affaire-là. Pour ce qui est de la Tunisie, justement. Sans parler d'implication ou de participation directe au mois qui a été décisif, c'est-à-dire le mois de janvier 2011 qui a mené, le fin décembre 2010, mois de janvier 2011 qui a mené au départ du président Ben Ali, le stade a été le premier symbole de la révolte contre la répression policière. Et ce que les supporters de l'Espérance de Tunis ont en souvenir et qui font référence même dans des chants, c'est le jour du 8 avril 2010 qu'on avait évoqué dans le podcast sur l'expo foot et monde arabe. C'est le jour où il y a eu une coupure de courant et une répression policière très violente, mais aussi une riposte des supporters dans le stade dans son ensemble et avec les ultras inclus, qui, au terme de plusieurs années où la répression policière était importante et avait atteint justement les stades et le monde ultra, le 8 avril 2010 où il y avait eu 2 supporters qui avaient été tués, était le symbole, dans un contexte justement quelques mois avant la Révolution, d'une couche populaire, d'une échelle populaire du stade qui dit non à la répression. Et cette symbolique après la Révolution a eu encore plus de sens a posteriori. D'accord. Pierre-Marie, est-ce qu'on a des choses, des événements, des phénomènes similaires à ce qui s'est passé avec ces révolutions en Afrique du Nord? Est-ce qu'on a des choses similaires en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, de l'Est, australe? Ouais, et pour remonter à récemment, c'était au Congo pour les dernières élections. Justement, il y a pas comme on l'a dit, il n'y a pas d'organisation de mouvement ultra. Il n'y a pas cette organisation qui fait que tout un stade où 20 000 personnes peuvent chanter la même chanson en chœur pendant 10 minutes, une chanson avec des couplets qui sont vachement forts, qui dénoncent beaucoup de choses. Mais on arrive quand même à avoir cette harmonie parce qu'un stade, c'est des gens qui finalement chantent à l'unisson, qui soutiennent la même équipe, etc. Et c'était, alors je ne veux pas dire de bêtises sur les dates, je crois que c'était des matchs de qualification, il me semble, du coup pour la dernière CAN, où les supporters du Congo commençaient à chanter contre le régime. Et du coup, le match, la télévision nationale avait carrément dû couper le signal. On n'avait plus de match parce que y avait des chants anti-régime qui étaient en train de résonner dans le stade et qu'il ne fallait pas que la population, et surtout que la population internationale, entende ça. Et donc on en est arrivé à couper le signal. Donc on arrive quand même à retrouver ça, ce fameux stade qui est un poumon de liberté, où justement on peut l'utiliser pour revendiquer beaucoup de choses. Après, disons que
les occasions de manifester comme ça, il n'y a pas comme le championnat de club n'est pas autant suivi. On n'a pas cette médiatisation pratiquement chaque semaine, chaque week-end où on peut vraiment faire passer beaucoup de messages. Et du coup, comme c'était le cas au Congo, c'était plus pour à l'occasion de matchs de la sélection nationale. Mais ça existe maintenant. Voilà, moi là, c'est un exemple que j'ai là qui montre que c'est vraiment concret. Ça doit exister, je l'imagine, un petit peu partout. Voilà, maintenant, quelle est sa résonance? Le fait qu'il n'y ait pas cette organisation fait que forcément on en entend un petit peu moins parler. Le fait que souvent ce sont des dictatures qui sont encore pires que celles qu'il y avait au Maghreb fait que voilà, on est capable de couper le signal de la télé, on est capable de couper Internet voilà, dans la seconde s'il faut que plus rien ne sorte. Donc c'est un petit peu plus difficile de recenser des événements comme ça. Mais voilà, après, c'est quand même pas tout le monde qui a la possibilité de pouvoir vouloir remettre en question le système. Il faut quand même une dose de courage qui est extrême. Et je pense que justement, les ultras, ils y arrivent parce qu'ils sont ensemble, ils sont en groupe. Ils ne sont pas à l'échelle d'un individu, donc ils peuvent le préparer. Et comme en Afrique subsaharienne, c'est moins préparé. Au Congo, c'était presque venu naturellement, comme ça, au fil du match. Je crois qu'on en était à la 70e ou la 75e minute. Enfin voilà, les gens se sont mis à chanter, à reprendre ces chants à l'unisson. Mais voilà, et je pense que le fait que les ultras soient organisés facilite ça. Et peut-être qu'en Afrique subsaharienne, dans les années à venir, peut-être que les supporters d'Al Hilal au Soudan vont réussir à renverser ce régime militaire là qui a pris les suites de la dictature dans les années à venir. Voilà, c'est l'histoire qui nous le dira, mais voilà, je pense que c'est quand même un petit peu plus difficile quand on n'a pas cette organisation d'ultra. D'accord. Bon, messieurs, pour finir, en Europe, en ce moment, même dans d'autres pays, la liberté de ton et de mouvement des groupes ultras sont menacés par, je dirais, l'industrialisation du football spectacle. Est-ce le cas pour les ultras en Afrique ou est-ce qu'il y a d'autres menaces? On a parlé un peu des menaces du pouvoir, hein, la répression de Port Saïd. Quelles sont les menaces? Est-ce que l'industrialisation, comme on le voit en Europe, peut menacer les ultras africains? C'est un peu... je pense que on n'en est pas au même... les clubs, les groupes d'ultras, ils n'ont pas la même histoire que les groupes en Europe. Ils ont 15 ans de moins, 20 ans de moins, ce qui est pas négligeable. Et puis surtout, les policiers, ils ont aussi cette expérience en moins dans le traitement des ultras, des supporters. La répression, elle a toujours existé. Je me souviens, du coup, quand j'étais avec les Black Army, on avait été voir un match de volleyball. Donc, où les ultras étaient venus encourager leur équipe. Et donc, ça s'était passé peu après les événements. Il y avait eu des événements entre les ultras des phares et les ultras du Raja, où ça s'était très mal passé. Les ultras Askari de Rabat, ils étaient partis à Casablanca, ils avaient détruit un tram, deux trams, plein de voitures. Ça avait été un grand massacre. Enfin, ça avait fait beaucoup, beaucoup parler à l'époque. Et du coup, moi, j'étais arrivé un petit peu après ça. Et donc, c'était encadrement policier à l'extrême, voilà, surveillance des bâches, des messages. On essaye de contrôler un maximum. Mais les policiers, ils étaient clairement pas aussi préparés. Enfin, ils étaient clairement pas aussi rodés que les policiers à l'entrée du stade en France ou les trucs les compagnies de sécurité qui font les fouilles, etc. Enfin. Ils arrivent quand même, je pense que les ultras là-bas sont un petit peu plus libres de leur mouvement. Ils ont, les infrastructures sont peut-être pas aussi carrées que les infrastructures qu'on a en Europe. Du coup, ça leur permet aussi de faire rentrer des bâches, de faire rentrer des fumigènes, de faire rentrer des trucs comme ça plus facilement. Et pour moi, la répression, en fait, donc, comme on l'a vu avec Port Saïd, ça a fait un tel tollé que finalement les gouvernements ils ont intérêt à faire attention, vu la médiatisation qu'il y a sur les supporters, vu leur visibilité qu'ils arrivent à acquérir sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Finalement le monde serait au courant si y avait une répression policière beaucoup trop importante sur les groupes ultras. Donc je pense qu'au contraire c'est peut-être les policiers qui sont un petit les gouvernants qui sont quelque part un petit peu piégés par ces ultras et qu'ils auront du mal à faire un petit peu comme on fait en France et à cadenasser tout ça. Donc le risque, c'est clairement plus les pouvoirs en place, le côté contestation que peuvent avoir les ultras que l'aseptisation du football via le football business. Mais il peut y avoir des situations spécifiques où même sans qu'il y ait nécessairement d'action directe, le mouvement ait du mal à se perpétuer. En Tunisie, l'année et demie de huis clos imposée entre fin 2012 et 2014
et suivi d'interdiction d'entrer au stade pour les moins de 18 ans. Ah oui, quand même. Ce qui fait que... Même accompagné accompagné pour les matchs de l'équipe nationale, et il y avait des exceptions, mais interdit aux moins de 18 ans, D'accord. non accompagné pour tous les matchs. Football Peggy 18. Des quotas pendant des années, c'est-à-dire que suivant une décision à l'échelle régionale, on pouvait dire au niveau de la préfecture, il n'y aura que 200 tickets vendus. Pour un derby Tunis par exemple, où si vous faites des conditions de vente normales, vous pouvez monter jusqu'à 60 000 sans sourciller au stade Loradès, il y avait une vente de 7 000 tickets seulement. Donc pendant 3 ans de huis clos total ou partiel, plus une génération qui est écartée du stade, le mouvement, vu que la génération originelle, entre-temps a grandi, fondé des familles, etc. Et à l'époque, ils étaient lycéens, étudiants, ils ne peuvent pas continuer, ou c'est difficile de continuer avec la même ferveur. Quelque part, les conditions font que le mouvement ralentit. Alors certes, en Tunisie, il y a eu un petit regain récent, mais des fois, les conditions associées donc un peu à la répression aussi, mais aussi des décisions structurelles font que un mouvement peut ralentir, voire être mis sous l'éteignoir totalement. Ça me fait. C'est vrai qu'il y a. Je me souviens au Maroc, justement, il y avait une sorte de. Après ces événements là, en 2013, entre le Raja et les Phares, avant qu'il y ait les problèmes à l'intérieur même du virage du Raja et qu'ils en soient obligés d'interdire les ultras. Il y avait quand même une campagne dans les médias de dénigrement des ultras, de montrer que voilà, c'est des vandales, c'est des bandits, c'est des brigands. Tiens, ça fait penser à quelque chose. Il y a eu cette campagne qui a été faite et finalement, on en est 5 ans plus tard, 6 ans plus tard. Les stades au Maroc sont encore relativement vides, hors des virages. Par contre, les virages, ils sont tout le temps pleins comme avant, voire plus. Donc ça montre que ça n'a pas forcément marché, ou en tout cas, ça n'a pas empêché au groupe de grandir. Quand il y avait eu l'opération au début de la saison 2016-2017 des ultras marocains pour justement lever la dissolution, il y avait eu une opération stade vide pendant 3-4 journées. Et comme de fait, au Maroc, le spectacle proposé par les ultras avait pris le pas sur le spectacle sur le terrain, on avait 80% du stade, c'était soit des ultras, soit des sympathisants ultras, c'est-à-dire c'est des gens qui venaient pour voir les tifos, pour voir le bâchage, pour voir les craquages de fumée. Et le match était devenu un prétexte pour venir voir le spectacle. Moi, j'ai eu souvenir d'un match de championnat du Maroc où un but a été marqué dans l'indifférence totale parce que c'était la 3e minute et le tifo était encore brandi. Personne ne regardait ce qui se passait sur le terrain. Et ça a été le symbole de dire... quand on veut vendre un produit, un championnat télévisé, et qu'on a des stades vides, et que cette ferveur-là, elle participe aussi au marketing. Et du coup, ça donne une idée de l'influence, au final, que les ultras, pas uniquement au Maroc, mais ailleurs aussi, en particulier en Afrique du Nord, qu'a sur le spectacle et le produit football en tant que tel. D'accord. Bon, pour terminer, messieurs, parce qu'on arrive au bout de ce podcast, long podcast, mais je crois que c'était nécessaire vu le sujet. Pour terminer, très rapidement, vous nous y aviez sélectionné encore 2 extraits. Pierre-Marie, toi, tu avais envie de faire écouter à nos auditeurs, excusez-moi pour l'accent, Vladi Dalmouni. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce chant ? Ouais, c'est un chant qui a beaucoup tourné sur les réseaux, en France, Twitter, Facebook en Afrique, etc. J'ai vu remonter ce chant-là par des supporters béninois, par des béninois, autant que je l'ai vu sur Twitter par des journalistes. C'est un chant qui a été lancé par le Raja. Alors, je parle pas très bien l'arabe, mais j'ai eu l'occasion de voir des sous-titres où justement il dénonce un petit peu la morosité du pays, le fait que les jeunes soient un petit peu délaissés, etc., que le système est un petit peu corrompu. Et c'est un chant qui a, je pense, beaucoup résonné dans les têtes, ou dans les cœurs des jeunes Marocains, puisque ça a été repris, ça n'a pas été repris, mais l'idée de faire des chants comme ça, révolutionnaires, entre guillemets, a été reprise par tous les autres groupes du Maroc, et chacun maintenant a son petit chant un petit peu révolutionnaire où il dénonce les problèmes du système, les problèmes de la jeunesse, les problèmes sociétaux, et en plus d'être un super joli chant et qui, j'espère, vous aurez l'occasion de voir les vidéos où on voit le virage du premier rang au dernier rang tout en haut sauter à l'unisson, bras dessus, bras dessous. D'accord. Et toi, Farouk, tu avais envie de nous parler d'un chant du club africain. Encore une fois, pardon pour l'accent. Il y a Aïtena. Qui veut dire notre vie. Et du coup, il rejoint un autre chant qui a été lancé par les supporters de l'Étoile du Sahel au début de l'année,
Pour resituer le contexte, au cours de l'année 2019, la Tunisie a été, on va dire entre guillemets, médiatisée dans les médias internationaux par beaucoup de faits divers dramatiques qui ont ému l'opinion publique, qui pointaient soit des dysfonctionnements dans le domaine du transport, de la santé, de la sécurité. Et tous ces faits divers, soit qui ont fait des morts d'ailleurs parmi beaucoup de catégories jeunes de la population, ont été repris comme exemple dans ces champs pour en fait resituer la situation d'un jeune dans le pays, le manque de perspective dû à l'éducation, les dysfonctionnements multiples dans les différents secteurs et qui quelque part dressaient un paysage un peu pessimiste de la société qui dénonçait un petit peu les dysfonctionnements qui ont entraîné tout ça. Voilà. D'accord, bon. Eh bien écoutez, c'est le chant que vous écoutez, que vous entendez en ce moment, chers auditeurs, et comme vous le voyez, c'est aussi une version album. On en parlait de ces versions album, version instrumentée, orchestrée. Farouk, un dernier mot. Pour finir, vu qu'on a pas mal parlé de la SFAR, dont les supporters que PM avait côtoyé quand il était allé au Maroc, je vais finir par un début de chanson qui représentait pas mal mon état d'esprit quand j'étais jeune et lycéen en Tunisie. Il y a un début de chant des supporters de la SFAR qui dit « Chaque semaine, je cherche un certificat médical. Ma maladie, c'est le déplacement. » Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, celle-là. Bon, merci Pierre-Marie. Merci à toi, merci à tous. Et heureux événement en vue. Félicitations d'ailleurs. Voilà, bon, il reste encore quelques mois, alors on enregistre. Exactement. Bon. Il y aura peut-être un ou deux podcasts d'ici là. et bon, bravo Farouk, il n'y a pas de gros événements, mais pour le merci, point final. Merci pour le quand point même, final. merci pour ce magnifique point final. Merci beaucoup Farouk. C'était un plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efricain. On se quitte, une fois n'est pas coutume, sur cette chanson du club africain plutôt que notre générique habituel. Salut les amis.